proposons des témoignages de femmes migrantes qui sont accompagnées par les psychologues du service Cap Santé de la Sauvegarde des Yvelines. Ce projet de podcast rentre dans le cadre de la Semaine de l'intégration organisée par la DEDS des Yvelines au mois d'octobre 2025. Vous avez la possibilité d'écouter 3 podcasts concernant 3 parcours de femmes, toutes anonymisées. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui. Bonjour madame, je suis Moïro Saoui Sandrine, originaire de la Côte d'Ivoire. J'aurai bientôt 37 ans. Pourquoi avoir quitté votre pays d'origine? J'ai quitté mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, parce que j'ai traversé, ma famille était en confrontation avec une famille qui est installée dans notre forêt. Et suite à cette histoire, il y a eu tellement de drames dans ma famille où cette histoire a conduit jusqu'à l'assassinat de mes 2 parents, mon père et ma mère, dans la nuit du 6 au 7 février 2011, parce que mon grand-père avait hébergé une famille migrante d'origine burkinabé qui faisait des travaux partagés dans son champ. Et quand mon grand-père est décédé, ce monsieur a voulu aller au-delà des parcelles de terre qui lui avaient été données, chose que mon père avait refusée. Et vu aussi qu'en ce moment, en 2011, notre pays traversait une situation sociopolitique, donc il y avait l'instabilité sociopolitique dans mon pays d'origine. Et donc, cette famille a profité de cette occasion pour assassiner mon père et ma mère. Et suite à ça, nous avons quitté le pays, mes frères et soeurs et moi, et nous étions réfugiés dans un pays voisin, le Libéria, où nous avons passé 4 ans. Bon, on s'est dit que 4 ans après, les choses allaient se stabiliser et on pouvait avoir la tranquillité. On a laissé tomber, on n'a pas oublié, mais bon, on disait qu'on pouvait enfin vivre, vu qu'il y a eu plusieurs années passées. C'est ainsi que je me suis retournée en Côte d'Ivoire en 2005 avec mon cousin. Et arrivé là-bas, on a vu le chef du village qui avait essayé d'arranger les choses pour que nous puissions récupérer notre champ. Vu que mon père ne vivait plus, je suis l'aîné de la famille. Et mon cousin, qui est un peu avancé en âge par rapport à moi, qui aussi a été élevé par mon père, parce que lui, il avait perdu son papa, il était tout petit. Donc, il est considéré comme mon grand frère. Et en 2005, quand on est arrivé, on a vu le chef du village pour essayer d'établir la paix entre nous, cette famille-là et nous, où le chef du village a demandé à ce qu'on nous restitue nos terres. Et une chose où les 2 familles se sont assises. Mais aujourd'hui, malheureusement, en Côte d'Ivoire, vu qu'il y a il y a eu une division de la population, donc il y a une partie de la population qui supporte le président en place, qui est en exercice. Donc, ce groupe de personnes écrase, je dirais qu'ils sont plus avantagés, ils se donnent plus de droits par rapport aux d'autres populations qui n'avaient pas accepté le président qui était en exercice, qui est en exercice actuellement même, parce qu'on avait dit que c'est écrit, la Côte d'Ivoire, on dit le président actuel, il est d'origine burkinabé. Du coup, cette frange de la population se donne plus de zèle, donc du coup, ils ont plus de force. C'est ainsi que la terre nous a été remise par le chef du village. Bon, j'avais quitté le pays pendant 4 ans, donc il fallait se réintégrer, faire cette réintégration, essayer de reprendre tout à zéro. Donc, je me suis rendue à Abidjan, vu que j'ai fait contrôle qualité en cimenterie. Donc, je suis repartie à Abidjan pour réussir mes formations. J'ai fait ma formation, j'ai terminé. Je suis aussi conductrice d'engins lourds, c'est-à-dire les poclins, chargeuses et tout. Aussi les gros camions.
Donc, j'ai reconduit ma formation pour pouvoir mieux m'intégrer et reprendre la vie en marche. Vu que je suis devenue responsable de toute cette famille, le père et la mère ne vivent plus, il fallait mieux je ne suis pas aussi quelqu'un qui tend la main. Je suis battante. Et donc, avoir cette responsabilité que j'ai toujours été, je me suis retournée à ma formation. Et après 2 ans, en 2017, nous sommes revenus au village. Nous sommes de Toulepleu, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, où nous avons maintenant essayé de reprendre le champ pour y travailler. Parce que pour travailler, il faut de l'argent. Donc, avec mes formations où je me suis réintégrée, je me sentais prête pour reprendre les activités en place. Mon cousin Patrick et moi avons décidé de planter EVA et refaire les plants de cacao. Dans notre champ, il y a flaque d'eau qui passe. Et quand on envoie les plants d'EVA, on les dépose dans l'eau pour que les plants ne meurent pas. Donc, j'avais mon bébé. Mon bébé, je le portais au dos en ce moment, il avait environ 1 an. Et mon cousin, à son tour, il plantait l'EVA. Je prends ma charge pour lui envoyer pour qu'il puisse planter. J'entends les pas des marches. C'était violent. Je demande c'est qui? Je ne voyais personne. Ok, je continue. Mais je vivais toujours dans la peur. Le fait de revenir au pays, ça ne veut pas dire que je me sentais totalement en sécurité. J'étais toujours méfiante, j'avais peur de rester seule. Bon, je me suis dit que c'est la peur qui m'a toujours animée, vu que mes parents étaient assassinés au champ. Donc quand je suis dans la brousse, je sens la peur. Et c'est ainsi, à ma grande surprise, je regarde vers la direction du bruit. Je me rends compte que c'est Idriss. Idriss, c'est celui-là qui avait assassiné mon père et ma mère dans le champ. On a su que c'est lui parce que plusieurs témoignages ont dit que ceux qui étaient dans le champ avec eux, ont dit ma mère criait en ce moment pour dire Idriss, s'il te plaît, les supplications de ma mère pour ne pas que ce dernier les fasse du mal. Malheureusement, ça a été le cas. Donc, du coup, tout le monde savait que c'était Idriss qui avait tué mes parents. Et je regarde, c'était Idriss. Prise de peur, j'ai commencé à crier au secours. J'ai appelé mon cousin Patrick. Je suis allée vers lui. Je courais pour aller vers lui. Lui, à son tour, il courait pour venir vers moi. C'est ainsi qu'Idriss m'a rattrapé. Il m'a fauché, il m'a balayé les pieds. Je suis tombée. Il a pris mon bébé qu'il a projeté. Et il m'a traîné jusqu'en dans l'eau, flaque d'eau qui était là, appuyé ma tête. Il voulait aussi m'assassiner sans trace. Parce que s'il me tuait là, puisqu'on n'est plus en guerre, ils vont se rendre compte que c'est lui. Et donc, il voulait m'asphyxier, il voulait me noyer. Il m'a tenu ma tête dans l'eau. Du coup, je sentais une douleur depuis mon nez jusqu'à ma tête, des bruits dans mes oreilles. Et j'étais étouffée. Un coup, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Quand je me suis réveillée plus tard, j'étais juste proche d'un cacaoyer avec des bananiers. J'étais couchée là et j'entendais des cris qui sonnaient depuis mes oreilles. Idriss, tu m'as tué. Idriss qui parlait. Patrick, tu m'as tué. Patrick m'a tué. Qui est Patrick? Patrick, c'est mon cousin avec qui j'étais dans le champ, qui m'a défendu. Sûrement, il a trouvé, puisque moi j'avais perdu connaissance. Donc, Idriss, Patrick avait mis un coup de machette là. Donc, il baignait de sang. Quand je me suis réveillée, je ne pouvais pas me lever. J'entendais des bruits. C'est comme si ces bruits étaient à l'horizon et des pleurs et j'entendais Patrick qui m'a tué, m'a tué. Quand je me suis levée, j'étais baignée de sang, remplie de sang. Je me suis affolée dans le champ. Je suis allée vers mon bébé qui était fatigué de pleurer. Je l'ai pris et j'ai commencé à courir dans la forêt, appeler au secours, au secours. C'est comme ça que j'ai vu 3 jeunes qui sont venus, 3 jeunes chasseurs qui sont venus à mon niveau. Et je n'ai pas vu Patrick, mon cousin. Il a fui. Et on a conduit Idriss dans le dispensaire du village voisin, où malheureusement il a rendu l'âme. Et j'avais demandé au chef du village qu'il nous conduise à la gendarmerie pour porter plainte.
chose que la famille a refusée, qui a refusé qu'on parte porter plainte à la gendarmerie, qu'on pouvait régler, que c'est quelque chose qui est arrivé, c'est un accident. Je n'étais pas convaincue. Après, moi aussi, vu que c'est mon frère qui a posé l'acte, donc j'avais aussi réellement peur de me rendre à la gendarmerie. Donc j'avais jugé, bon, comme ils ont dit qu'ils laissent tomber, ils laissent à faire, ils pardonnent. Donc je me suis dit que peut-être que soit eux, ils avaient peur, puisque c'est eux qui ont assassiné mes deux parents. Donc eux aussi, ils avaient peur de se rendre à la gendarmerie. Moi aussi, mon frère a posé cet acte, donc du coup, j'avais peur aussi de me rendre à la gendarmerie. Donc, on s'était dit que ça nous arrangeait, alors que c'était mal les connaître. C'est après ça, j'avais eu peur de rester au village. Je me suis retournée à Abidjan dans cette même année de 2017. Je suis retournée à Abidjan où mon frère Patrick est parti en Guinée, où mes petites soeurs sont actuellement. Et après, il est venu à Danané où il achetait les produits. Et moi, je travaillais j'ai même travaillé avec Colas France à Abidjan, qui faisait des routes. Je pose des bus, des pavés et tout. Après, j'ai travaillé avec, quand le contrat de Colas n'a pas duré, ça fait 4 mois, je crois, parce que c'était le bâtiment d'une petite rue. Et après Colas, je suis allée travailler à Eco et Buni, du côté de la salubrité, à Abidjan. Et après, j'ai été recrutée à Simpo, Côte d'Ivoire, une entreprise de ciment. Vu que ma base, c'est contrôle qualité en cimenterie, j'étais assistante au laboratoire en cimenterie. Je faisais tout ça, mais je n'avais pas la paix. Je n'avais pas la paix. Euh, je vivais toujours ce drame que j'ai vécu au champ. L'assassinat de mes parents, je n'ai pas assisté. J'ai été informée parce que j'étais chez mon conjoint Eric. Mais pour le meurtre de Idriss, où mon cousin a voulu me défendre, là, j'ai vécu. J'ai assisté. Du coup, il y avait ce drame-là qui était tout le temps dans ma tête, qui me faisait flashback. Souvent, j'avais l'insomnie et autres. Malheureusement, chez nous, euh, il faut beaucoup de moyens pour avoir des psychologues et autres. C'est des choses qui sont très peu connues. Donc, je n'avais pas de psychologue. Je vivais comme ça. Et ça accumulait mon drame, ma peur. Mais je vivais avec. Sauf qu'un jour, mon cousin, en 2019, mon cousin Patrick qui m'appelle, que Sandrine, je suis toujours suivie. J'ai l'impression que je suis suivie. Je dis, mais tu es suivie comment? Et il m'explique une scène que une fois, il est allé au travail dans un magasin où il prend ses produits. Il a l'impression qu'il y a quelqu'un il y a un véhicule qui le suivait. Mais quand il s'arrête, quand lui gare son véhicule, le véhicule gare, mais est un peu éloigné de lui. Malheureusement, il n'a pas pu prendre matriculation de cette voiture. Mais vu qu'on est là, on vit dans la peur, donc on vit aussi avec beaucoup de méfiance. Il m'a dit, j'ai dit, ok, remarque encore pour voir si la même voiture va te suivre et tu te rends à la police. Il a dit, d'accord. Une semaine, 2 semaines, il m'appelle. Il dit, non, ma petite soeur, c'est pas... Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un homme qui me suit. Quelqu'un qui me suit, mais la personne n'est pas dans la voiture. La personne est dans un taxi, je crois. J'ai dit, mais comment ça, un taxi? Parce que chez nous, on prend les taxis, on peut être... Je prends un taxi là, vous arrivez devant, quelqu'un d'autre peut arrêter pour monter. Donc, c'est pas comme ici, il faut Uber ou autre. Voilà, c'est pas ça. Il y en a aussi, mais il y a des taxis en commun où on peut prendre de façon collective. Et donc, il dit, il a l'impression qu'il y a un taxi qui le suit. Il dit, mais comment est-ce qu'un taxi va te suivre? Et bon, c'est taxi compteur. Il dit non, c'est taxi en commun. J'ai dit, mais comment? Il dit non, mais je vois que quand j'avance, depuis, il a donné le nom d'un quartier que j'ai vu. Moi, j'ai quitté là-bas. Le taxi était garé de l'autre côté. Et quand je suis montée dans la voiture, le même taxi est à ma direction. J'ai dit, ben, ça devient inquiétant. Va à la police. Il a dit, d'accord. Il a été à la police.
Ils ont dit d'accord, qu'ils prennent soit photo de la personne ou qu'ils prennent matriculation de la voiture. Et il a dit d'accord. Et malheureusement, dans la nuit du 29 septembre 2019, j'ai reçu un coup de fil disant que mon cousin, il a été battu à mort. Il a été agressé, donc il est à l'hôpital de Toulouse. Je dis, ah bon? Je ne pouvais pas aller là-bas. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai été à la police, ils m'ont dit non, qu'on devait se référer à la police de la ville. Où il est, c'est sectoriel en fait. J'avais peur et j'ai fait partir l'argent. On a su que c'est la famille, on a accusé cette famille, pourquoi? Parce qu'il n'était pas seul dans la voiture. C'est un gros camion où il transportait les produits à tout le plus. Et il était avec un jeune qui était son apprenti, son compagnon. Et quand on lui a coupé la route. Ils ont barré la route plein, parce que quand il a démarré, il a dit qu'il y a un véhicule. Bon, lui, il ne pouvait pas imaginer, mais ils sont partis, ils les ont dépassés. Et après quelques temps, quand lui, son véhicule vient, puisque c'est un gros camion, c'est beaucoup chargé, et la Mercedes qui l'a dépassé a tellement filé. Et après, quand ils arrivent à un endroit, ils ont barré pour mettre des pointes, des clous, pour barrer la voiture pour ne pas qu'il puisse passer. Et c'est comme ça qu'ils étaient obligés de freiner. Et quand ils les ont saisis, ils étaient plusieurs, environ 5 personnes. Et ils ont attaché l'apprenti. Ils ne lui ont rien fait. Ils ne l'ont pas touché. Ils n'ont pas pris l'argent. J'avais assez d'argent dans la voiture, puisqu'ils vont acheter les produits dans les localités. Ils n'ont pas pris l'argent. Ils n'ont rien fait à ce jeune homme. Si c'était des voleurs, ils auraient dû prendre l'argent ou faire du mal aux deux. Mais c'est mon cousin qu'ils ont tellement frappé. Et ils ont dit que ce n'est qu'une partie remise. Que cette famille Moiro ne va plus exister. Notre famille Moiro ne va plus exister. Et c'est comme ça, après ils l'ont laissé, ils sont partis. Le jeune, il a appelé ses coups. Et c'est pas aussi comme les sapeurs-pompiers chez nous, c'est pas, et la localité qu'il est, c'est pas dans une grande ville. Et donc, où il est, il ne pouvait pas appeler sapeurs-pompiers. Il a pris, il a fait autostop, il y a un véhicule qui passait, il est parti dans un village voisin, il a arrêté les faits. Ils sont venus, ils l'ont pris et ils l'ont envoyé à l'hôpital. La gendarmerie est partie, ils ont fait le constat et tout. Après le 29, il a été hospitalisé après les soins. Puisqu'il n'y a pas de radio, ils ne l'ont pas macheté, ils n'ont rien fait, mais ils l'ont tapé avec des bois à la tête. Donc du coup, il était traumatisé et tout. Donc il devrait être conduit à Djiglo pour les radios et autres. Donc on l'a libéré et malheureusement, le 2, il a rendu l'âme. En 2019, j'ai su qu'on était vraiment en danger. Et cette peur, la culpabilité a commencé à m'habiter, j'ai commencé à m'accuser que c'est à cause de moi que mon frère est mort. J'avais déjà 2 ennemis. Les ennemis qui nous poursuivaient. Et moi-même, j'étais devenu mon ennemi intérieurement. La culpabilité à chaque instant me dominait, ça me rongeait. Je n'avais plus envie de vivre. J'ai traversé beaucoup de choses, la peur. Du coup, j'ai décidé de libérer mes 2 garçons qui étaient avec moi, mes deux enfants. Parce que même quand mes enfants vont à l'école, j'ai pas... Donc, j'ai appelé les grands-mères de venir les chercher. Puisqu'elle était au Libéria. Elle les a pris pour partir. Et j'étais avec notre aîné qui est Grâce. Mais quand même Grâce va à l'école, je ne suis pas tranquille. Je me suis dit que, comme j'ai changé de région, puisque nous sommes à l'ouest, et je suis venue au sud, à Abidjan. J'y vivais. Quand même que j'étais avec beaucoup de méfiance, mais je me sentais un peu en sécurité par rapport à ma région.
en décembre 2020. Je venais du boulot. Je suis passée dans un marché à Siporès, qui est centre-ville, pour faire des courses. Je vois Maï Kaboré. Maï Kaboré, c'est la fille de M. Kaboré, la famille avec qui on a des soucis. Mais cette fille, elle fut ma meilleure amie quand nous étions à l'école, quand nous étions enfants. On était considérés comme des sœurs parce qu'on a grandi dans la même famille, les mêmes coups. Donc, on était comme de meilleurs amis. Mais à cause de cette histoire, on est devenus des ennemis. Malheureusement pour moi, je vois, parce qu'ils m'appellent Sandrine, mais ils m'appellent Sandra diminutif. J'ai fait comme ça, j'entends Sandra, je tourne. C'est Maï. Maï a commencé à crier. Ah d'accord. Mon grand frère est mort. Toi, tu vis, vous êtes à l'aise. Mais vous n'avez rien vu encore. Ton cousin est mort, non, ton grand frère, il est mort. C'est petit. Tu es à Abidjan, tu penses que tu es caché des menaces. Les gens ont commencé à nous regarder. Je sentais la peur. La peur que je sentais, est-ce que Maï est seule ou elle avait l'un de ses frères? J'étais plus en moi. J'étais affolée tout. Quand je tremblais quand je suis arrivée à la maison. Je dis à Eric que mon conjoint, je lui ai dit, je ne suis pas cachée. Je ne peux plus. Et elle m'a dit que si tu veux, il faut te cacher dans n'importe quelle ville de la Côte d'Ivoire. Et quand je suis partie à la maison, je n'avais plus la tête. Quand je pars au travail, quand bien même que Maï n'est pas derrière moi, j'ai l'impression que quelqu'un me suit. Mais je ne sais pas si quelqu'un me suit ou pas, mais peut-être que c'était la peur cette peur qui m'a hantée. Je me sentais vraiment en insécurité. Et une fois aussi, ma belle-mère a rappelé à Eric, qui est mon conjoint, que notre fille, elle a 11 ans et que jusque-là, elle n'est pas incisée et qu'on vienne au village pour qu'on puisse faire son incision. Donc, du coup, je ne pouvais pas donner grâce que notre fille à notre grand-mère, à sa grand-mère. Donc, c'est les deux garçons que j'ai donnés à leur grand-mère. La fille, vu qu'ils ont déjà prononcé l'excision, je ne pouvais pas, donc du coup, elle était tout le temps avec nous, mais elle doit aller à l'école. Elle était au collège. Et quand elle va à l'école, quand je suis au travail, je ne suis pas tranquille. Soit la famille Kaboré va la retrouver, soit parce que chez nous, n'importe quelle personne peut exciser ton enfant. Pourvu que la personne a des liens proches avec ta famille. Ce n'est pas comme l'autorisation du père ou de la mère, non. Chez nous, on dit, quand tu fais un enfant, c'est un enfant de toute la famille. Moi, mon enfant peut faire quelque chose là, vous allez la corriger. Je n'ai pas le droit de parler. Donc, on peut prendre mon enfant sans mon consentement pour l'exciser. Et puis, on connaît ces personnes. Mais la culture ne nous permet pas de les dénoncer. Tu les dénonces, tu es exposé à plusieurs choses. Soit la famille te renie, soit mystiquement même, tu peux avoir des problèmes. Non, le côté mystique même déjà, parce qu'on fait l'excision, mais ils n'ont jamais dit la partie intime de la personne qu'on coupe. Qu'est-ce qu'ils font de ça? Dans le secret, dans notre coutume, c'est le secret que les grandes personnes n'ont jamais voulu dévoiler. Parce que vous allez prendre tout à l'heure une vieille personne pour dire que mais quand vous excisez les filles là, la partie intime que vous coupez là, vous mettez où? Ils ne vont jamais dire. Donc, du coup, on te menace non seulement spirituellement, mystiquement, tu as peur de dénoncer ces personnes, tu vas les dénoncer, d'accord, la loi va la prendre. Mais ils ne sont jamais seuls dans cette pratique. Donc, cette peur-là, comme le mystique s'est développé en Afrique, donc du coup, mystiquement, tu as peur même tu ne sais pas ce qui peut se passer. Donc, grâce, elle était exposée 2 fois. Et la famille Kaboré et à l'excision. Donc, j'étais obligée toujours de la garder.
Mais vu que moi, je suis en insécurité, j'ai dit à Eric que je peux partir. Puisque c'est dans le mois de décembre que j'ai vu Maï. Et ce mois, décembre 2020, ce mois-là, c'était un mois où je ne pouvais pas. Et le 21 décembre 2020, j'ai parti de la Côte d'Ivoire. Encore, pour une deuxième fois, avec ma fille Grace, où on devrait aller au Mali. Du Mali, on devrait aller en Tunisie parce que j'ai une amie qui était en Tunisie, qui avait des problèmes pour sa fille, qui a fui qu'elle allait en Tunisie et elle était là-bas. Quand j'ai causé, elle a dit non. J'ai dit non, je vais aller rester au Mali. Elle a dit non, mais Mali, il y a l'insécurité aussi. Pour le terrorisme et tout. Tu ne peux pas être là-bas encore, tu ne sais pas. Donc, viens en Tunisie. C'est ainsi que nous partons de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire pour la Tunisie. Arrivé au Mali, bon, il y a des pasteurs, tu payes l'argent. Après, quand tu arrives, on dit non, que l'argent que tu as payé, celui à qui tu as donné, il n'a pas donné. On appelle encore et qui envoie l'argent. Et c'est comme ça, de Tunisie, on allait à Algérie. Et dans le désert, arrivé après Tombouctou, pour aller dans le premier village d'Algérie, on traverse le désert des Sahara. Une chose que même à ton ennemi, tu ne peux pas lui conseiller. On vous met dans un véhicule, vous êtes entassé, vous roulez un peu, arrivez quelque part et disent non, que le véhicule est en panne. Même si ce n'est pas en panne. Juste pour vous escroquer, descendez. Une heure était là. Il y a un qui vient, il y a des âmes, il dit il veut coucher avec femme. Donc on a choisi une belle femme pour lui donner. La peur. Et il vient, s'il voit, il vous voit, vous êtes belle, il dit, mais madame, moi je vais coucher avec vous. Dites-lui qu'elle accepte de coucher avec moi pour que vous partez, sinon on va vous tuer. Et vous êtes là, vous demandez pardon à cette dernière pour qu'elle aille avec lui, juste pour que vous ayez la sécurité. Si elle ne veut pas, soit vous ne partez pas, soit on tue quelqu'un parmi vous, soit on la force pour aller la violer. Et on a demandé pardon. Il dit, c'est qu'on n'a qu'à donner l'argent. Si on ne veut pas qu'il se libère sexuellement. Et cette nuit-là, on a cotisé l'argent pour lui donner. On a marché pendant 2 jours. Et après, ils ont envoyé le véhicule, on est monté. L'eau que vous avez même pour boire devient très chaud. Arrivé en Algérie, à la frontière d'Algérie et Tunisie, on attend la nuit pour vous faire passer dans la forêt pour aller en Tunisie. Et la nuit, les Algériens, ils ont mis des chiens sur nous, des gros bergers à moi, dans la brousse. C'est des chiens là qui cherchent des passants. Après, ils ont attrapé quelques jeunes. Ils les ont mis dans la voiture pour les envoyer au Niger. Et nous, ils n'ont pas pu nous trouver. On était cachés quelque part. Ou quand ils ont pris les premières personnes, donc ils se sont retournés. Et on s'est retourné dans la ville. On vous met dans la maison enfermée. Vous étiez avec votre fille, pardon? Oui, j'étais avec ma fille. J'étais avec ma fille, c'est mon conjoint qui était resté. Par contre, les 2 garçons, parce qu'en ce moment, j'avais 3 enfants. Les 2 garçons, je les ai remis à leur grand-mère parce que je suis garçon. Ils ne sont pas choses. C'est la fille qui n'était pas en sécurité avec sa grand-mère. Donc, j'étais avec ma fille. Et on a fait 2 semaines dans la maison. Et un jour, un vendredi, ils nous ont fait traverser. Et on est arrivé en Tunisie. Je crois en février 2021. Je crois le 2 février 2021. On a fait 1 mois, quelques jours en route. Arrivé en Tunisie, les choses ont commencé à se stabiliser.
j'étais avec ma copine qui me consolait. On ne s'est pas vu à longtemps. On habitait avec elle. Elle m'a trouvé du travail. J'ai commencé à travailler. Et la dame où je travaillais, elle a accepté que je vienne avec ma fille rester là-bas parce que c'est couchant. On dort là-bas et on travaille en même temps. Donc, je travaillais là-bas les nuits pour ne pas que ma fille soit totalement, elle perd totalement la notion de l'école. Donc, je prends la progression ivoirienne pour pouvoir étudier avec elle les cours. Je pars en YouTube pour chercher les cours, pour lui donner des cours. Et matin, je travaille normalement. C'est comme ça qu'ils ont commencé à menacer Eric. Parce qu'ils ont appris que j'ai quitté le pays. Comment est-ce qu'ils ont su, je ne sais pas. Et le père d'Eric l'appelle pour lui dire que fais beaucoup attention. Parce que la famille Kaboro dit que ta femme a quitté le pays. Donc, tu es la prochaine cible. Il les banalisait. Et je lui ai dit non, tu ne les négliges pas. Hein. Cette famille est beaucoup dangereuse, tu le sais. Et il dit, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Que moi, j'ai quoi avoir à cette histoire? Il dit, mais c'est mon conjoint, ils savent. Et après, Eric reçoit des messages, un numéro anonymat pour le menacer, qu'il est la prochaine cible, comme c'est lui qui fait partie désormais de la famille Moniro et tout. Donc, les menaces étaient trop. Malheureusement, la police, bon, je ne dis pas qu'elle ne fait pas son travail, mais j'ai l'impression qu'ils font médecin après la mort. Parce qu'ils attendent quand il y a le drame, ils vont faire enquête. Et je leur ai dit, toi, tu vois notre famille. Ils ont dit qu'ils vont faire enquête pour Patrick. Et jusque-là, donc, quitte le pays. Mais pleure tout le temps. C'est comme ça, lui, il allait faire ses trucs. Il a payé son billet d'avion. Lui, il n'est pas passé par la route qu'on a prise. Donc, il a acheté son billet d'avion et il est parti de la Côte d'Ivoire pour la Tunisie. On était là-bas, la famille était ensemble, tout allait bien. On avait commencé même si c'est pas oubli total, mais on avait commencé à se retrouver un peu. Et quand j'ai pris une grossesse de miracle, quand j'ai accouché, quand j'ai vu le sang, ça a réveillé tout le traumatisme. Et j'avais commencé à faire une dépression. Les problèmes ont commencé intérieurement. Là, la famille Kaboro n'est plus là. Mais tout ce que j'ai traversé, puisque je n'ai pas été suivie jamais. Donc, le sang que j'ai vu, ça m'a fait revivre les faits, la scène que j'ai vécue. Et on était dans cette période-là où je faisais beaucoup de dépression, des flashbacks. Et aussi, malheureusement encore pour nous, il y a eu conflit entre les Tunisiens et les Suisse-aériens vivant en Tunisie, les Noirs qui vivaient en Tunisie. Donc, ils ont commencé à faire chasse à hommes, où on prend les Noirs pour les déporter dans le désert. On casse les maisons des Noirs. Donc, on a décidé de fuir, quitter la Tunis, la ville où on habitait, la capitale Tunis, pour aller à Sfax. Et on dit, c'est qu'on va traverser la Méditerranée. Les gens, ils faisaient les bateaux pour quitter la Tunisie. Et quand on est parti à Sfax, nos économies, on a dit qu'on va traverser la Méditerranée. Ils nous ont dit de payer 1500 euros, 1500 euros chacun. Eric et moi, ça fait 3000 euros. Et ils nous ont dit de payer 1000 euros. On a payé. Donc, ils nous ont dit qu'on ne peut pas, étant une famille, et on est 4, c'est pas sécurisé de monter dans le même bateau parce qu'il y a aussi des risques où le bateau peut faire naufrage et puis on va disparaître, on va mourir ensemble. Donc, on se multiplie des chances. Donc, il fallait se diviser
pour, pour que s'il y a un qui fait naufrage, peut-être qu'il y a d'autres qui peuvent être sauvés. C'est ainsi qu'on nous a divisés. Moi, on m'a mis sur l'eau à 23 heures, le 14 juillet 2023. Et les Henri, ils nous attendaient, ils vont monter dans le deuxième bateau. Ils sont montés dans le deuxième bateau et moi, j'ai monté dans le premier bateau. C'est des bacs où on colle juste le moteur. Voilà. Ce n'est pas des bateaux de pêche, des bateaux en voie, non, non, non. C'est des bacs et on colle le moteur, donc c'est beaucoup, beaucoup risqué. Mais tu restes là-bas, tu meurs. Tu montes sur l'eau, tu meurs. Et donc, on est monté dans le bateau, oui, à 21h, je crois. Oui, à 21h. Et aux environs de 23h, minuit par là, la marine, la police maritime tunisienne, ils nous ont rattrapés. Et quand ils ont fait signe, notre capitaine n'a pas voulu s'arrêter. Donc, ils ont bousculé l'eau, ce qui a fait que le bateau a failli se renverser. Et nous, tous, on a commencé à pleurer. On a demandé au conducteur de s'arrêter. Il s'est arrêté. Ils nous ont jetés dans les bacs. Mon genou même a cogné le fer. Et ils nous ont ramenés à Tunis, où ils nous ont mis dans la main des policiers tunisiens. On a commencé à demander pardon parce qu'on ne sait pas où ils nous emmenaient. Donc, je n'avais plus les nouvelles d'Eric et Grâce, parce qu'Eric est parti avec Grâce et moi, je suis restée avec mon bébé, Miracle. Et donc, je me posais 1000 questions. Est-ce qu'ils vont faire naufrage? Ou bien on les a pris aussi? Est-ce qu'ils sont en prison? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Ils sont encore en route. Donc, je me posais milliers de questions. Et ils nous ont pris, ils nous ont envoyés dans le désert, aux environs de 3 heures du matin. Ils nous ont déversés dans le désert et ils nous ont laissés. On ne sait pas où partir. D'abord, quand on est monté dans la voiture, ils ont pris notre téléphone, ils nous ont fouillé. Ceux qui avaient l'argent, ils ont pris. Ceux qui avaient le téléphone, ils ont pris. Moi, j'avais un peu d'argent sur moi, mais j'ai fait comme Vania. J'ai porté et j'ai mis ma culotte et tout. Donc, ils m'ont fouillé, ils n'ont pas eu d'argent. Ils ont pris mon téléphone, donc je n'ai plus de téléphone. Je ne sais pas comment joindre ma famille. On était dans le désert et après, il y a un qui avait GPS, qui avait caché son téléphone. 2 ou 3 personnes comme ça. Ils ont mis GPS, ils ont dit, ah, on n'est pas loin de Tunisie. Donc, ils ont détecté, ils ont vu qu'on était à côté de Sousse. Il y a une ville de la Tunisie, on appelle Sousse, qu'on n'est pas loin de Sousse. Et on a marché, marché, marché. Il faisait jour. On a marché encore jusqu'aux environs de 18 heures par là. On a fait toute la journée de la marche. Mon bébé était devenu pâle, le soleil, ma fille était devenue pâle. Mes symptômes ont repris dans le champ, dans le désert. Les symptômes ont repris. Je ne sais pas, je ne me retrouvais pas. Aux environs de 18 heures, on voit un groupe de personnes qui vient à notre niveau. Bon, on se disait que peut-être qu'on ne les voyait pas bien. Qu'est-ce que ces personnes avaient? Ou bien c'est des migrants aussi qu'ils ont déversés. Et quand ils sont venus, ils avaient des glaciers où il y avait l'eau et pain, des sacs. C'était un jeune aussi qui avait fait la publication, qui a demandé, publié sur la page d'une dame qui lutte aussi contre l'injustice des, des Arabes, des Maghrébiens sur les Suisse-aériens qui sont dans les pays Maghreb. Elle s'appelle Marino Dubois. Et c'est sur cette page de Marino Dubois qu'ils ont publié. Et c'est elle qui a fait des publications d'alerte. C'est suite à ça qu'il y a des gens qui sont venus à notre rencontre pour nous donner du pain, de l'eau. Et ces personnes nous ont ramenés à Sousse. Donc, c'est comme ça, tout est parti. C'est comme ça, c'est rentré. Et après qu'on est venu,
on a repris bateau pour venir à Lampedusa. Oui. Arrivé en France, je traversais des moments difficiles où j'avais perdu tout, confiance en soi, le traumatisme. Et quand j'ai accouché, ma fille exaucée, et quand je suis arrivée, oui, quand on a été reçu par l'assistance sociale, on nous a hébergé, le stress a diminué un peu. Et ici, j'ai pris une grossesse où j'ai accouché à Port-Royal, à Paris, où je devrais accoucher ici à Versailles, parce que je dépends des Yvelines. Mais on m'a dit que j'allais accoucher le 14 octobre. Et j'ai parti faire des courses à Paris le 5 octobre et grossesse m'a pris dans le train. Et on était à Champ-des-Masses où on a appelé les pompiers. J'étais toujours avec ma fille Grace qui a appelé sapeurs-pompiers. Ils sont venus, ils ont barricadé là, sur le quai où je devrais accoucher. Et je disais donc que je pouvais encore tenir. Ils ont dit non, les médecins étaient venus sur le quai pour que j'accouche et tout. Et après, ils m'ont conduit à l'hôpital qui était plus proche, qui était Port-Royal. Du coup, ils n'avaient pas mes dossiers là-bas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'avaient pas mes dossiers pour voir qu'est-ce qu'ils devraient éviter. J'avais signalé que c'est le sang que j'évitais. Et le sang a jailli lors de mon accouchement. Donc, ce qui a fait que les symptômes ont repris, encore plus graves. Donc, j'avais commencé à faire dépression, où j'ai passé au suicide. C'est en cela que j'ai découvert Cap Santé à travers Pénélope, à notre association, à UDA. Et Pénélope qui a commencé à me suivre, à La psychologue. la psychologue Pénélope à Cap. Et elle a commencé à me suivre. Mais on a beaucoup travaillé sur mon histoire, on a beaucoup travaillé sur le traumatisme, où elle a beaucoup, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la culpabilité, qu'elle a beaucoup travaillé, parce que la culpabilité faisait que je voulais me donner au suicide. Je me disais que c'est à cause de moi que tout ça est arrivé. Si j'étais restée au Libéria, si mon frère ne m'avait pas défendu, on n'allait pas le tuer au champ, lui à son tour, il n'allait pas tuer quelqu'un. Et cette culpabilité qui me rongeait tout le temps, ça me menait à la dépression, où la vie n'avait plus de sens pour moi. Et ma psychologue, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a appris à avoir confiance en soi et qui m'a fait savoir que ici, je suis en France, je ne suis pas dans mon pays d'origine et qu'ici, il y a des personnes qui m'entourent pour m'aider à me retrouver, pourvu que j'accepte qu'on m'aide. Et j'ai accepté à ce que ma psychologue puisse m'aider à être rétablie psychologiquement. Parce que, je le dis toujours, si tu n'as pas la paix intérieure, si tu n'as pas la sécurité intérieure et la sécurité physique, même quel que soit, malgré que je travaillais, je gagnais de l'argent, mais l'insécurité faisait que j'étais pas stable. J'étais pas stable. Et aujourd'hui, c'est comme si ce que j'explique, c'est une histoire, comme si c'était un livre que j'avais lu. Parce que je ne sens plus ce que j'avais senti avant. Je sentais avant des flashbacks que je faisais, les cauchemars, l'insomnie, ou l'angoisse, ou la peur qui m'habitait avant. Aujourd'hui, j'explique mon histoire grâce à Cap Santé, grâce à ma psychologue qui a fait disparaître cette peur en moi, qui m'a donné le goût, qui m'a redonné le goût de la vie. Et aujourd'hui, je suis fière d'être rétablie moralement, mentalement. Et je le dis toujours que
on a toujours une seconde vie, vu qu'il faut savoir demander de l'aide. Et depuis que je suis arrivée en France, ce moment, c'est comme si je n'avais... C'est-à-dire, les années passées où je n'avais pas de problème, j'ai passé de 2011 jusqu'à 2025, j'ai vécu que le cauchemar. Et aujourd'hui, j'y retrouve mon avant. Donc, je suis vraiment reconnaissante avec cette psychologue qui m'a beaucoup redonné la vie. Voilà. Et comment vous envisagez l'avenir aujourd'hui? L'avenir, d'abord, pour parler de l'avenir, je parle du présent pour dire que quand bien même que je ne suis pas encore dans une situation régulière, mais la paix actuelle que je ressens me rassure déjà. Je suis déjà en sécurité. Pour moi, c'est la grande victoire, une chose que j'ai beaucoup cherché pendant des années. Et l'avenir, je demande d'abord à l'État français de m'accorder cette protection. Et je suis aussi quelqu'un qui s'intègre facilement dans la société. La preuve en est, je donnais des cours d'alphabétisation à UDA en tant que bénévole. Je donne aussi, je fais aussi ménage de façon volontaire à Bouchecoeur, à Guyancourt. Donc, je veux m'intégrer dans la société française et je veux aussi mettre à la disposition de l'État français mon expérience. Je suis quelqu'un qui est beaucoup actif et je veux aussi travailler pour pouvoir apporter une stabilité sociale aussi à cette stabilité intérieure que j'ai déjà. Donc, ce que je demande, c'est la protection de l'État français. Je crois que vous avez déjà un projet professionnel. Vous m'aviez parlé de formation. Oui, j'ai des projets professionnels. D'abord, je suis assistante, je suis dans le contrôle qualité, assistante au laboratoire en cimenterie. Et je suis aussi conductrice dans un loup. Donc, j'ai des formations, donc j'ai des projets aussi, voilà, en ce sens. Merci beaucoup. Merci Vraiment. vous. Merci.